La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal prend son envol. Les deux pays ont signé ce matin 5 nouveaux accords. Bientôt, une compagnie aérienne portugaise assurera des liaisons directes entre Lisbonne et Abidjan, des avancées au compte de la mission qu'effectue en ce moment le chef du gouvernement ivoirien au Portugal. L'actualité ce soir, c'est aussi la sortie de la 29e promotion générale de brigade Firmin de Toledo. Promotion riche de 203 élèves sous-officiers qui ont reçu leurs épaulettes au 1er bataillon d'infanterie du nouveau Candacuedo. Dans leur rang, 28 jeunes filles qui ont bravé 16 mois de formation technique et physique. En santé ce soir, un constat dans le monde, 4 à 5% des hommes et 2 à 3% des femmes sont atteints d'apnée du sommeil, maladie qui se manifeste par des arrêts involontaires de la respiration au cours du sommeil chez les personnes en surpoids ou qui ronflent de façon importante. Des pneumologues sont en ce moment instruits sur l'apnée. Et puis, à l'étranger, la Libye, des combats opposant forces loyalistes et les terroristes du groupe État islamique ont fait au moins 34 morts et 100 blessés du côté des forces pro-gouvernementales. Ces violents combats ont eu lieu hier à Sirte, au centre-nord de la Libye. La ville est le fief du groupe EI depuis juin 2015. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. La coopération entre la Côte d'Ivoire, je vous le disais à l'instant, la Côte d'Ivoire et le Portugal prend son envol. Ce matin, 5 nouveaux accords ont été signés. Bientôt, une compagnie aérienne portugaise assurera des liaisons directes entre Lisbonne et Abidjan. Ces accords concernent aussi le domaine de l'enseignement. Le portugais sera bientôt enseigné en Côte d'Ivoire, la langue portugaise, histoire de faire tomber la barrière linguistique. Des avancées enregistrées à la faveur de la mission effectuée en ce moment par le chef du gouvernement ivoirien. Le point complet de notre envoyé spécial à Lisbonne, Sylvie Touré. Desculpe, mas não falo português. Comme le Premier ministre, ils sont nombreux, les Ivoiriens qui auront l'opportunité de se mettre au portugais. L'enseignement de cette langue figure en bonne place dans les accords signés entre les deux pays. Il faut pouvoir l'enseigner dans nos pays. Et je pense qu'après les accords que nous avons signés en 2015, nous avons donc convenu que nous allons accélérer la formation des formateurs de manière à ce que, lorsque vous reviendrez un jour au Portugal, du Portugal en Côte d'Ivoire, vous allez avoir des Ivoiriens qui vont vous parler le portugais sans problème. L'idée, c'est d'éliminer toutes les barrières susceptibles d'entraver la coopération bilatérale. Premier acte majeur de cette visite officielle, la signature de 5 nouveaux accords. Tourisme, diplomatie, culture, enseignement et transport sont les secteurs concernés. L'accord aérien est important parce que nous espérons qu'au final, la société TAP portugaise puisse faire des liaisons entre Abidjan et Lisbonne. Parce qu'il n'y a après tout que 5 heures donc de vol. La Côte d'Ivoire est un pays qui avance très vite. Nous avons une croissance de 9% par an depuis 2012. Et l'ambition du président de la République de Côte d'Ivoire est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Donc il nous faut aller à une croissance encore plus forte, à 10% de croissance, de manière à pouvoir atteindre donc le but qui nous est fixé. Si de l'histoire de la Côte d'Ivoire et du Portugal, l'on n'a retenu que la cordialité des relations diplomatiques, de leur présent, on retiendrait une volonté commune de dynamisation. Cette visite est très importante dans nos relations. La Côte d'Ivoire enregistre une croissance importante. C'est un moment très important pour les entreprises portugaises. Quoique ayant enregistré une croissance de 2010 à 2014, en passant de 29 à 33 milliards de francs CFA, les échanges commerciaux restent faibles. Les investissements, eux, marginaux. L'attrait politique et économique de la Côte d'Ivoire, conjugué à la nouvelle politique africaine du Portugal, qui élargit ses rapports avec le continent au-delà des pays lusophones, voilà le ferment à l'intensification de la coopération entre les deux pays. Le Portugal et la Côte d'Ivoire entrevoient également une coopération interparlementaire. Daniel Cablan-Duncan et sa délégation, accompagnés par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Portugal, vous le voyez sur ces images, ont été reçus par le vice-président Jorge Lacao en l'absence du président du Parlement en mission hors du pays. La création d'une commission mixte dans ce domaine n'est pas à écarter. Elle devrait permettre aux deux assemblées de s'enrichir mutuellement dans ce domaine. Cette visite du Premier ministre et sa délégation aux autorités parlementaires espagnoles constitue un point de rapprochement certain entre les parlements des deux pays, ce qui devrait réjouir les députés ivoiriens, des députés qui sont invités demain à prendre part ici à Abidjan à une séance d'information
avec le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. La rencontre est prévue à 10 h, précise au Palais de l'Assemblée nationale. Et les élus devraient se prononcer sur la question de la réforme de l'arrêté de concession définitive à céder. Direction maintenant Conakry, où se trouve en ce moment les ministres ivoiriens de l'Agriculture et celui des Ressources animales et halieutiques. Mamadou Sangafoua Koulibaly et Kobenan Kwasi Adjoumani ont été reçus par le président guinéen, le professeur Alpha Condé, qui livre les secrets de ses entretiens avec les officiels ivoiriens. Il est au micro de Noël Niagno. Si nous voulons diminuer la pauvreté en Guinée, c'est vraiment l'agriculture. Mais pour ça, il ne faut pas seulement l'agriculture vivrière. Bien sûr, l'urgence est nécessaire, mais les cultures d'exportation permettent aux paysans d'avoir des revenus supplémentaires qui les permettent de faire face aux dépenses scolaires et autres dépenses, etc. C'est pourquoi j'ai demandé à être accompagné non seulement que la Côte d'Ivoire nous fournit des semences, mais qu'il y a aussi une coopération technique parce que la Côte d'Ivoire a des structures très avancées et je suis très heureux. Parce que lorsque j'ai demandé à mon frère Alassane de m'envoyer des techniciens, il a dit « je ne peux pas t'envoyer des techniciens, je te les envoie avec les ministres ». Donc je suis très heureux que les ministres qui ont une très grande expérience aient dirigé la délégation et surtout qu'ils étaient accompagnés par les principaux acteurs actuellement du secteur à la fois de l'agriculture et de la pisciculture. Nous espérons donc qu'avec l'accompagnement de l'affaire ivoirien, nous allons permettre à nos paysans de profiter davantage des richesses que le Dieu leur a données, c'est-à-dire des terres riches, en essayant, en plus du riz, d'avoir maintenant développé la culture de cacao à grande échelle, de café et de palmier à huile aussi. La Guinée est représentée ici à Abidjan à la 10e Assemblée générale de l'Union des gestionnaires des aéroports d'Afrique du Centre et de l'Ouest. Ouverte ce matin dans la capitale économique ivoirienne, elle réunit 150 participants durant 72 heures autour du thème « Aéroports et nouvelles technologies ». Des réflexions en vue d'améliorer les services dans les aéroports africains sont attendues, nous dit Landry Ponou. Niveau de sécurité satisfaisant à 64% et 74% pour ce qui est de la sûreté. Des résultats qui ont valu à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan l'obtention de la certification le 10 avril 2015. Pourtant, plus d'un an après cette performance, aucun vol direct ne s'est effectué entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. L'infrastructure est apte à recevoir donc des vols. Maintenant, il faut que les compagnies aériennes, qui sont les transporteurs, puissent venir. Et pour ça, il y a un certain nombre de conditionnalités. Il y a des contacts qui ont été pris et je pense que ce sont des choses qui vont, avec l'appui du politique, assez rapidement permettre d'accueillir effectivement les vols au départ et à destination des États-Unis. Des préoccupations propres à la Côte d'Ivoire, mais dont la solution pourrait servir d'exemple à d'autres pays. C'est cet échange d'expériences issu des fortunes diverses qui a favorisé la première rencontre informelle des gestionnaires des aéroports d'Afrique du Centre et de l'Ouest en 1998. 18 ans plus tard, ils sont 150 à se retrouver à Abidjan dans le cadre de la 10e Assemblée générale de leur union formalisée en 2007. Au centre des discussions, l'utilisation des nouvelles technologies. Le thème qui a été retenu montre une fois de plus que les gestionnaires d'aéroports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre doivent s'unir pour faire face aux menaces terroristes, par exemple, en mettant en relief l'expérience en termes de sûreté et de sécurité. Traçabilité des passagers, contrefaçon et trafic de stupéfiants ou encore économie d'énergie, autant de sous-thèmes d'actualité au cours de cette rencontre d'Abidjan qui dure 3 jours et à l'issue de laquelle l'Union des gestionnaires des aéroports d'Afrique du Centre et de l'Ouest élira son nouveau président. Lors de partenariats signés entre le CEPICI, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, et le Conseil d'affaires États-Unis-Afrique de la Chambre de commerce américaine, à la clé, une collaboration gagnant-gagnant sur le plan économique. On en sait un peu plus avec Francis Boifo. Une signature de documents suivie de l'échange de paraffin. Protocole respecté pour une union officielle entre le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CEPICI, et le Conseil des affaires États-Unis-Afrique de la Chambre de commerce des États-Unis. Les efforts consentis par Abidjan pour embellir le climat des affaires, accroître la compétitivité, notamment en matière de sécurité ou encore de lutte contre la corruption et favoriser la venue d'investisseurs étrangers, portent donc des fruits. Les actions vont suivre pour atteindre l'objectif que nous sommes fixés cette année, de pouvoir faire figurer les États-Unis sur la liste des grands investisseurs en Côte d'Ivoire. Les États-Unis
Premier investisseur mondial et premier exportateur à travers une chambre de commerce forte de plus de 3 millions d'entreprises, entendent établir des liens de partenariat sûrs qui pourraient être bénéfiques autant pour eux que pour la Côte d'Ivoire. Nous allons mettre à la disposition du public très prochainement une application mobile qui constitue un directoire, un guide d'intelligence économique sur la Côte d'Ivoire et les États-Unis pour pouvoir promouvoir non seulement le commerce intra-régional, mais aussi permettre aux Ivoiriens qui sont désireux de faire des affaires aux États-Unis d'avoir l'information adéquate. La Côte d'Ivoire, qui n'a bénéficié que d'environ 27 milliards de francs CFA d'investissements étrangers l'année dernière, sur une estimation mondiale de 6 950 000 milliards, attend beaucoup de ses partenaires pour, entre autres, relever le défi de l'industrialisation des ressources naturelles. Francis Boisfort a aussi tourné pour vous ces images du tout nouveau directeur général des impôts. 7 jours après sa nomination, le nouveau patron de la régie a pris officiellement fonction hier. La passation de charge a eu lieu au plateau sous les yeux du ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. Abdourahmane Cissé a invité les agents des impôts à redoubler d'efforts pour financer les projets de l'État. De gros défis attendent Ouattara Sy à bout. Lui et ses équipes doivent mobiliser sur la période de juin à décembre 2016 927 milliards de francs CFA de recettes. Je vous l'annonçais en titre, les rangs des sous-officiers d'actifs viennent d'être renforcés. Après 16 mois de formation technique et physique, 203 élèves sous-officiers dont 28 jeunes filles de la 29e promotion générale de brigade Firmin des Toledo ont reçu leurs épaulettes au 1er bataillon d'infanterie du nouveau camp d'Akouedo. Le récit d'Abou Sanogo. Elle est l'école qui forme les sous-officiers d'actifs. L'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'actifs, a accueilli la cérémonie de remise d'épaulettes aux élèves sous-officiers de la 29e promotion générale des brigades Firmin des Toledo. Après 16 mois de formation technique, tactique et physique, 203 stagiaires, dont 28 jeunes filles et 6 étrangers, notamment des Burkinabés, Maliens et Centrafricains, ont été jugés aptes. Avec la remise des épaulettes de sergents, ils font leur entrée dans la grande famille des sous-officiers d'actifs des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le général des Toledo Firmin a invité ses filleuls à observer la discipline militaire. Demeurer militaire, c'est-à-dire apolitique et soucieux de préserver la sécurité des personnes et des biens, la défense des institutions de la République et du territoire national. N'oubliez jamais que seul le souci du détail vous distinguera de la multitude et que vous êtes des professionnels au conflit de la conception et de l'exécution. Le représentant de la ministre Anne-Désirée Ouloto, marraine de la 29e promotion générale Firmin des Toledo, et le représentant du ministre chargé de la Défense ont recommandé aux nouveaux sous-officiers d'actifs d'être des modèles dans l'exercice de leurs fonctions. Jeunes sous-officiers, vous êtes ceux grâce à qui la mission doit réussir. C'est à vous que revient la responsabilité de l'ordre ultime ou du geste décisif. Par conséquent, votre autorité ne devra souffrir d'aucune contestation. Ce galon symbolise l'achèvement de leur formation et donc leur aptitude à exercer des responsabilités humaines et techniques. Il concrétise leur adhésion définitive aux valeurs du métier militaire. L'Association des ambassadeurs de Côte d'Ivoire pense à l'avenir des plus jeunes. Elle vient d'initier un dîner-débat autour de la création des opportunités pour les futures générations dans le pays. Terence McCulley, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, a été invité comme représentant de pays modèles pour partager les expériences de la première puissance économique mondiale. Le diplomate américain a exhorté les États africains à s'appuyer sur 4 piliers pour réussir le virage du développement: le renforcement des institutions, la stimulation de la croissance économique et la valorisation de l'entrepreneuriat. On en vient à ce constat dans l'actualité sanitaire. Dans le monde, 4 à 5% d'hommes et 2 à 3% de femmes sont atteints d'apnée du sommeil. Les apnées du sommeil se manifestent par des arrêts involontaires de la respiration au cours du sommeil. Elles surviennent chez les personnes en surpoids ou qui ronflent de façon importante. Cette maladie du sommeil, selon les pneumologues, est peu connue, d'où
Cette formation des pneumologues de l'espace francophone qui a débuté avant-hier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, une formation réalisée par l'espace francophone de la Société pneumologique et la faculté de médecine de Sfax de Tunisie, un sujet d'Ami Sissoko. Dormir tout en faisant du bruit, c'est le quotidien de nombreuses personnes, perturbant ainsi leur sommeil et celui de leur entourage. Ce syndrome, c'est l'apnée du sommeil. C'est ma femme qui me dit chaque matin, de temps en temps, je te vois ronfler la nuit. Ça m'indispose un peu, le fait que je dérange ceux qui sont à côté de moi à cause de mon ronflement. Comment poser le diagnostic du syndrome de l'apnée du sommeil? L'expérience ici avec le patient combatté. Des capteurs sont donc mis au niveau du cou, des doigts et du thorax. Il s'agit d'analyser tous les mouvements respiratoires pendant le sommeil. Le patient, pendant la nuit, va s'arrêter de respirer de manière répétée, ce qui va avoir des conséquences sur son éveil, sur son état de santé. Après l'enregistrement, on va récupérer tout un ensemble de signaux que le médecin va devoir interpréter. On va savoir comme ça si le patient a besoin d'un traitement ou n'a pas besoin de traitement. Le ronflement et la somnolence sont les deux signes majeurs de la maladie du sommeil. Et les personnes obèses sont les plus touchées. Ces troubles-là, c'est dû au fait que la langue qui est dans la bouche va chuter au niveau de l'arrière-gorge. Et donc ça va bloquer la respiration. C'est un problème de santé publique parce que vous multipliez par 2 à 3 toutes les complications cardiovasculaires. Tout ce qui est infarctus du myocarde, infarctus du cœur, donc tout ce qui est accident vasculaire cérébral. Maladie de santé publique sous-diagnostiquée. D'où cette formation de la Société de pneumologie de l'espace francophone et la faculté de médecine de Sfax de Tunisie. En Afrique, on n'a pas des chiffres exacts donc, sur le plan épidémiologique, mais très probablement cette maladie serait même plus fréquente que dans les autres régions du monde. Les médecins non informés peuvent passer facilement à côté de cette pathologie. Le ronflement, la somnolence, la fatigue et les migraines sont des signes de l'apnée du sommeil. Selon l'OMS, à l'échelle mondiale, 4 à 5% des hommes et 2 à 3% des femmes font des apnées du sommeil. Intéressons-nous maintenant au don de sang, un acte bénévole qui sauve des vies. Mais pour recevoir le liquide précieux, il faut bien plus que de la volonté. Il faut surtout connaître son groupe sanguin parce que tous les types de sang ne sont pas compatibles. Pourquoi? Une question que vous vous posez. Eh bien, suivez ce reportage d'Ami Sissoko. Bénédicte est drépanocytaire. Chaque mois, elle reçoit du sang. Sans cette poche de sang qui me permet de rester en vie, au moins pour un certain nombre d'années, je ne pense pas que je serai en vie. Tout comme Bénédicte, elles sont nombreuses les personnes qui ont régulièrement besoin de sang. Et pour recevoir ce produit, il faut bien des donneurs car le sang n'a pas de substitut. C'est juste un geste honorable pour pouvoir sauver des vies puisqu'il y a plein de personnes qui en ont besoin. Le sang sauve des vies, mais il peut s'avérer dangereux. En clair, la compatibilité est primordiale. Chacun d'entre nous est défini par un groupe, c'est son identité. Et cette personne qui est du groupe O, si vous lui donnez du groupe A, vous allez créer un combat en son sein qui va entraîner sa mort. Dans la norme, il faudrait donner au patient du sang de son groupe sanguin et de son RH. Il y en a à peu près 36 systèmes de groupes sanguins. Malheureusement, la population, le commun des mortels, ne connaît que ce qu'on appelle le ABO. C'est le classique et c'est ce qui est le plus important. Okay? Vous avez le sujet, par exemple, cette patiente, elle est de groupe A. Vous voyez que la poche porte le groupe A. Mais les 35 autres qui sont présents dans cette poche, est-ce que c'est les mêmes que cette patiente-là a? C'est vrai que le A peut être pareil, mais dans les 35 autres systèmes, ça peut être différent. Au Centre national de transfusion sanguine d'Abidjan, CNTS, pour garantir la sécurité transfusionnelle, des tests sont réalisés juste après prélèvement. Des appareils de dernière génération effectuent ce travail. On a deux types de techniques. On a la technique manuelle et la technique automatisée. Pour la technique manuelle, sont réalisés 2 prélèvements sur tube violet pour que 2 techniciens arrivent à déterminer le même groupe pour le même échantillon. La machine est plus fiable. Elle nous donne un groupe sanguin qui est plus fiable. Donc, c'est un seul tube. Donc, lorsque le tube est passé sur la machine, il nous donne le résultat. Les personnes du groupe O négatif sont donneurs universels. Elles peuvent donc donner du sang à un receveur de n'importe quel groupe.
tandis que celles du groupe AB positif peuvent recevoir le sang de n'importe quel groupe. Ces personnes sont donc receveurs universels. Les produits sanguins avec solution de conservation ont une durée de 42 jours et sans solution de conservation 35 jours, d'où l'appel récurrent du CNTS au don de sang. On s'intéresse maintenant à la première édition du camp de formation sur le leadership des jeunes du mouvement d'action des jeunes de l'AIBF, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial. L'enjeu est de former et sensibiliser les jeunes leaders à l'éducation sexuelle complète et à la sexualité responsable afin de contribuer à l'éradication de l'épineux phénomène des grossesses à l'école. Pendant 5 jours, ces jeunes vont investir la ville de Yamoussoukro pour un nouveau comportement à adopter ces vacances scolaires. Soro Corona, Kwadio Kwame. Grossesse en milieu scolaire. Fléau raccourcissant le cursus scolaire de nombreuses jeunes filles et anéantissant les efforts financiers des parents d'élèves. En Côte d'Ivoire, le taux est en croissance au fil des ans. Plus de 5 900 écolières et élèves en grossesse au cours de l'année scolaire 2014-2015. À la fin du mois d'avril 2016, elles se sont illustrées avec 4 900 grossesses, un véritable record contre 4 250 à la même période l'année précédente. 77% de ces jeunes filles sont âgées de 9 à 18 ans. La plupart de ces filles tombent enceintes pendant les vacances scolaires. À quelques semaines donc de ce temps de repos, l'AIBF, Association ivoirienne pour le bien-être familial, s'implique dans la lutte contre ce fléau qui détruit l'avenir des jeunes filles. À cet effet, un camp de formation sur le leadership des jeunes a été initié. Il sera question de former ces jeunes leaders à l'éducation sexuelle complète et à la sexualité responsable. C'est le village de Koussoussou, dans la commune de Yamoussoukro, qui abrite cette première édition du camp de formation sur le leadership des jeunes. Les membres du mouvement Action des jeunes mages ont exprimé leur engagement contre ce fléau. Le camp de formation sur le leadership des jeunes de l'AIBF va durer 5 jours et concerne 250 jeunes âgés de 15 à 24 ans, venus de 9 régions du pays. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a initié une étude sur les opportunités de restauration du couvert forestier dégradé en Côte d'Ivoire. Elle a permis d'identifier les causes de la dégradation des forêts ivoiriennes et les actions à mener pour faciliter leur restauration. Les résultats de cette étude ont été présentés au cours d'un atelier, le compte-rendu de Roger Amand et Herman Niamien. Ce n'est plus un secret, les forêts ivoiriennes sont en voie de disparition. De 16 millions d'hectares dans les années 60, il n'en reste aujourd'hui qu'à peine 2 millions. Il est donc impérieux de freiner cette hémorragie qui est due en grande partie à l'agriculture, à l'exploitation abusive des forêts et au feu de brousse incontrôlé. Quand nous parcourons l'intérieur du pays, les populations ont pris conscience. Donc nous sommes en train de renforcer leurs capacités pour leur permettre, comme je l'ai dit, d'introduire l'arbre dans le paysage agricole. Parce que c'est cela qui va sauver la forêt. Et le faire en leur donnant des incitations pour qu'ils soient encouragés à maintenir ces forêts sur pied. Cette initiative RED+ est en phase avec le défi de Bonn qui vise la restauration de 150 millions de terres déboisées et dégradées dans le monde d'ici à 2020. Et la Côte d'Ivoire entend tirer au moins 10% des fonds mobilisés pour l'atteinte de cet objectif. D'où l'étude diligentée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, objet de cet atelier de restitution des résultats. La Côte d'Ivoire, dans la mise en œuvre de cette politique, bénéficie du soutien de l'Union internationale pour la conservation de la nature. En Côte d'Ivoire, on a presque 4 millions d'hectares comme opportunité de restauration. Ces 4 millions est réparti dans différents systèmes. C'est réparti dans les parcs et réserves, c'est dans les forêts classées, c'est dans le domaine rural. 40 millions de dollars, soit 20 milliards de francs CFA, sont déjà mobilisés pour le financement des projets de restauration des forêts en Côte d'Ivoire. Dès le mois de juillet, un premier projet de reboisement sera mis en œuvre dans la région de la Mé. Demain, jeudi 23 juin, sera commémorée la Journée mondiale des veuves, événement décrété par l'ONU pour interpeller l'opinion sur la situation de ces femmes qui, par la force des choses, vivent sans époux. Ces veuves ont un quotidien difficile pour la plupart, obligées de se battre seules face aux dures réalités de la vie. L'une de nos équipes, conduite par Serge Coléa, nous propose une incursion dans l'univers de ces dames. Un dossier que vous pourrez suivre demain
En attendant, je vous propose d'écouter l'une de ces veuves, Dame Thiès Diomansi, professeure d'anglais de son état. Je n'ai vraiment pas d'ennui, ni avec ma belle famille, ni avec quiconque. Mais le quotidien des mamans, ce n'est pas facile. Quand vous donnez 2 kilos de riz à une, plus un sachet d'huile, en partant, elle a l'impression qu'on va la poursuivre pour lui arracher encore tellement elle est étonnée. Parce que c'est la misère totale. Nous avons des veuves qui ont été traumatisées pendant les cérémonies de veuvage, qui ont été battues, qui ont été dépouillées de tout. On en a une qui avait même été jetée en prison. Les enfants n'ont pas à manger, puisque la maman ne travaille pas, le papa ne vit plus. Ils sont obligés de s'adonner à n'importe quel vice. Et c'est dangereux pour la sécurité de la nation. Voilà un dossier spécial sur les veuves à suivre demain dans nos éditions, évidemment. À l'étranger, d'abord, la Libye, des combats opposant forces loyalistes et les terroristes du groupe État islamique ont fait au moins 34 morts et 100 blessés du côté des forces pro-gouvernementales. Ces violents combats ont eu lieu hier à Sirte, au centre-nord de la Libye. La ville est le fief du groupe EI depuis juin 2015. Les forces du gouvernement d'Union nationale tentent depuis la mi-mai de reprendre la ville aux insurgés. Tir de Kalachnikov et combat à l'arme lourde. Ce mardi a été la journée la plus sanglante pour les forces libyennes depuis le début de leur offensive contre les membres du groupe État islamique à Sirte. 34 membres de l'armée ont perdu la vie dans des combats meurtriers, ce qui porte à près de 200 le nombre de loyalistes tués depuis le début de l'offensive le 12 mai dernier. Les troupes du gouvernement d'Union nationale sont ralenties dans leur progression à Sirte par les contre-offensives des djihadistes qui ne veulent pas lâcher prise. Les combattants de Daesh emploient de nombreuses techniques pour faire face à l'avancée de l'armée libyenne. Ils se barricadent dans les maisons, postent des francs-tireurs sur les toits et utilisent des kamikazes. Malgré toutes ces embûches, les forces libyennes ont pu entrer à Sirte le 9 juin dernier avant d'y encercler les djihadistes dans une zone résidentielle de 5 km². Pour l'heure, le bilan global des pertes djihadistes n'est pas connu. Le pays semble loin d'en avoir fini avec la spirale de la violence. La Libye, minée par les luttes de pouvoir où l'accès aux armes est facile, peine toujours à sortir la tête de l'eau, malgré l'installation depuis fin mars à Tripoli du gouvernement d'Union nationale. En image, la France, où les syndicats opposés à la loi travail ont finalement obtenu le droit de manifester demain à Paris sur un parcours proposé par le ministre de l'Intérieur. La préfecture avait initialement interdit le cortège. C'est un retournement de situation plutôt inattendu qui fait suite à des discussions serrées avec le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Déclaration faite par le leader de la CGT, Philippe Martinez, dans un communiqué commun des 7 syndicats opposés à la loi travail réunis au siège de la CGT ce mercredi. Les Britanniques se prononceront demain sur l'avenir du Royaume-Uni au sein ou en dehors de l'Union européenne. Impact sur l'économie et la politique, indépendance de l'Écosse, frontière avec l'Irlande, autant d'inconnus dont l'issue sera déterminée par le choix des électeurs lors du très attendu référendum sur le Brexit, un scrutin crucial pour Londres puisqu'en cas de victoire du camp du Leave et de mise en place d'une procédure de retrait, la vie politique britannique serait complètement bouleversée. Salimatou Dia, Herman Guivet. Scénario noir pour l'économie britannique en cas de Brexit, à en croire les experts du FMI. La perte de nombreux marchés financiers scellés sous le pacte du libre-échange avec l'Union européenne entraînerait un ralentissement de l'économie, soit 1,7% dès cette année et 1,4% en 2017. Les experts évoquent une possible récession avec une baisse de moins 0,8%. En cas de rupture avec le marché unique européen, la livre sterling risquerait de s'effondrer face aux coûts élevés des produits importés. Conséquence, l'inflation grimperait à 4% en 2017 au lieu de 1,9% initialement prévu. 3 millions de Britanniques se verraient retirer l'espace Schengen et le marché commun, important vivier d'emploi pour le pays. Le taux de chômage passerait alors de 5% à 6,5% en 2018. À cette allure, la croissance du pays devrait prendre un coup. Le Brexit, bénéfique pour le pays, possible, selon les experts du FMI. Le Royaume-Uni serait alors complètement spécialisé dans les services, tandis que les secteurs manufacturiers et agricoles disparaîtraient. Pour les partisans du Brexit, ce divorce avec l'Union européenne permettra de faire diminuer le flux d'immigration. En outre,
Le marché européen serait déstabilisé si un pilier économique tel que le Royaume-Uni venait à partir. Certains pays de l'Union européenne verraient leur économie impactée en raison des échanges commerciaux. En cas de maintien dans l'UE, une hausse de 2,2% du PIB en 2017 serait alors attendue et le pays serait toujours au centre de négociations internationales, tant politiques qu'économiques. À la veille du référendum, 12% des votants seraient toujours indécis selon les derniers sondages qui donnent les deux camps au coude à coude. Plus de libéralisme, moins d'importance accordée à l'euro et la limitation des droits des immigrés européens sont là les quelques revendications du Royaume-Uni en désaccord avec les politiques européennes. 20h30, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.